Ça fait longtemps que je voulais la faire cette vidéo. C'est un outil universel du chimiste, c'est un incontournable. Vous devez maîtriser les tableaux d'avancement. On y va et on va essayer de rendre les choses logiques. Alors on va étudier une réaction chimique avec des réactifs qui donnent des produits et pour simplifier, on va appeler les réactifs A et B et les produits C et D. Comme ça on s'embête pas avec des noms compliqués de molécules. Et il manque une info très importante, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les proportions dans lesquelles toutes ces espèces chimiques apparaissent ou disparaissent. Et par exemple, au hasard, on va mettre un coefficient 2 ici, un coefficient 3 ici. Et je vous rappelle que quand il n'y a rien, c'est sous-entendu que le coefficient, c'est 1. On va construire maintenant notre tableau. On a besoin d'une ligne pour l'état initial, avant même que la réaction commence. Et on va aller jusqu'à un état final qui permettra d'écrire ce qu'on a dans notre bécher à la fin, quand la réaction est terminée. Entre les deux, on a en général une ligne qu'on appelle l'état intermédiaire, ou parfois on met en cours, pour dire qu'on est en cours de réaction. Donc on voit qu'il y a une sorte de chronologie du haut en bas de notre tableau. Et c'est vraiment un tableau, on a des cases, et dans chaque case, on va mettre une quantité de matière en mol. L'unité est parfois rappelée dans le coin en haut à gauche du tableau. Alors évidemment, dans toute la colonne de A, ce sera un nombre de moles de A. Dans toute la colonne de B, ce sera une quantité de matière de B, etc. Alors on va imaginer une situation où on a mélangé initialement dans un bécher 5 moles de A et 15 moles de B. A et B sont des espèces chimiques, des molécules par exemple. Alors ça, ce sont les quantités initiales de nos deux réactifs A et B. Ces valeurs seront indiquées quelque part dans l'énoncé d'un exercice. Et une fois qu'on a ces quantités initiales, on va pouvoir remplir toutes les autres cases de notre tableau en réfléchissant. On va finir de remplir l'état initial. Dans cette case-là, on est censé mettre la quantité initiale du produit C, c'est-à-dire avant même que la réaction débute. Comme la réaction n'a pas encore commencé, l'état initial, on n'a pas encore fabriqué de produit. Donc on peut mettre 0 et 0. C'est ce qu'on mettra le plus souvent ici, parce que la plupart du temps, on n'a pas de produit déjà présent au départ dans notre bécher. Maintenant, on va inventer une grandeur qui va décrire l'état d'avancement de notre réaction. C'est une grandeur qu'on appellera l'avancement, qu'on va noter x, et qu'on va faire démarrer à 0. Puis, l'avancement va augmenter petit à petit. Il vaudra 1, puis 1,5, puis 2, etc., en passant aussi par toutes les valeurs intermédiaires. Et à la fin, cet avancement atteindra une certaine valeur, qui sera donc un nombre positif, plus grand que 0, et qu'on notera xf, l'avancement final. Maintenant, à quoi ça correspond concrètement cet avancement? Eh bien, c'est la quantité de nos espèces chimiques qui aura été consommée ou produite quand on a un coefficient stéchiométrique de 1. Alors cette phrase est compliquée, si vous n'avez rien compris, pas de panique, vous allez comprendre maintenant si tout se passe bien. On va remplir une nouvelle ligne de notre tableau pour un avancement x de 1 mol. J'insiste, déjà on remarque que l'unité, ce sera des mols aussi pour l'avancement. Qu'est-ce qu'on a dans notre bécher à ce moment-là? On va toujours avoir les 5 mols de A qu'on avait mis au départ, moins un certain nombre de mols qui a disparu parce que A est un réactif et a donc été consommé en partie. Cette quantité qui aura disparu sera justement égale à l'avancement. Donc on aura perdu une mol de A et on n'aura plus que 4 mols. Pour notre espèce chimique B, on va retrouver nos 15 mols de départ, moins une certaine quantité qui aura disparu. On va voir ce que c'est dans 30 secondes. Pour l'espèce chimique C, on aura ce qu'on avait au départ plus ici, parce que C est un produit. Sa quantité doit donc augmenter au cours du temps. On verra quelle est la quantité produite à ce moment-là. Et pour l'espèce chimique D, on va retrouver ce qu'on a au départ, plus aussi une certaine quantité qui est produite. Comme le coefficient stoichiométrique est égal à 1, cette quantité produite sera exactement l'avancement. Et on va se retrouver avec une mol de D. Je répète, qu'est-ce que c'est l'avancement? C'est la quantité qui aura été consommée ou produite d'une espèce chimique dont le coefficient stoichiométrique est égal à 1. Dans notre exemple, c'était les espèces A et D. Le moins et le plus, ça doit être logique, parce que les réactifs disparaissent alors que les produits apparaissent. Il ne nous reste plus qu'à savoir gérer les coefficients stoichiométriques qui sont différents de 1. Il faut bien comprendre ces histoires de coefficients. Ça veut dire qu'une particule de A va réagir avec 2 particules de B pour donner 3 particules de C et une particule de D. On peut aussi faire le même raisonnement avec les mols. Une mol de A va réagir avec 2 mols de B pour former 3 mols de C et une mol de D. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le réactif B, il va disparaître 2 fois plus vite que le réactif A, puisque pour faire disparaître une mol de A, on a besoin de 2 mols de B, donc le double. Et donc, ce réactif B va disparaître 2 fois plus vite que l'avancement. Vous voyez qu'ici, pour une mol consommée de A, on a 2 mols consommés de B. De la même manière, le produit C, avec son coefficient 3, ça veut dire qu'à chaque fois que vous produisez une mol de D, vous produisez 3 mols de C, donc 3 fois plus. Et donc la quantité de C produite doit être 3 fois plus grande que l'avancement. Passons à la ligne suivante, quand l'avancement vaut 1,5 mol. Ça veut dire qu'ici, on a perdu 1,5 mol de A, mais qu'on aura perdu toujours le double de B. Donc à ce moment-là, il nous reste 12 mol de B dans le bécher. C sera apparu en quantité 3 fois plus grande que l'avancement, à cause de son coefficient 3, et D sera 1,5 mol.
Un dernier exemple pour vraiment commencer à voir la logique. Pour un avancement de 2 mols, on aura ici perdu 2 mols de A, on aura perdu le double de B, on aura produit le triple de C, donc 6 mols, et on aura produit exactement cette quantité de D, donc 2 mols. On commence à voir le schéma général qui se dégage. Et on peut remarquer que notre avancement, on le voit partout, et on peut commencer à imaginer une formule générale pour un avancement X quelconque. On retrouve exactement tous nos coefficients stoichiométriques 1, 2, 3, 1. Donc pour résumer, si vous avez un coefficient stoichiométrique 2, votre espèce chimique va varier 2 fois plus vite que l'avancement. Si vous avez un coefficient stoichiométrique 3, votre espèce chimique va varier 3 fois plus vite que l'avancement. Et du coup, si vous avez un coefficient 1, votre espèce chimique va varier exactement à la même vitesse que l'avancement. Donc on a créé cette grandeur qu'on appelle l'avancement, qui est un petit peu abstraite, pour avoir une unique quantité X qui permet de savoir où on en est dans la réaction et qui soit commune à toutes les espèces chimiques A, B, C, D. L'avancement est une grandeur unique pour tout le monde. Et quand on a l'habitude, on écrit directement les formules générales et on s'embête pas avec le détail, c'est pas vraiment nécessaire. Souvent, vous ne verrez pas non plus le 0 plus, donc on peut l'effacer. Il faudra juste faire attention si un jour vous avez une quantité initialement présente du produit C, par exemple, on ne faudra pas l'oublier dans la formule générale. Mais ça arrive assez rarement. Une petite remarque au passage, vous avez ici la quantité initiale de votre espèce B, vous avez ici la quantité consommée, et si vous faites la différence entre les deux, vous avez la quantité effectivement présente de votre espèce B dans le bécher à ce moment-là de votre réaction. Pour un produit, c'est pareil, sauf que ce n'est pas une quantité consommée, c'est une quantité produite. Et donc, qu'est-ce qu'on met vraiment dans chaque case de notre tableau d'avancement? On met la quantité présente à un moment donné de l'espèce chimique qui correspond à notre colonne. Et tout ça, c'est en mol. La quantité initiale, c'est en mol, la quantité consommée en mol, la quantité présente en mol. Et on comprend maintenant pourquoi du coup X est forcément en mol aussi. On ne peut additionner ou soustraire que des mols entre elles. Passons maintenant à l'état final. Eh bien, on va retrouver les mêmes formules générales, mais en remplaçant X par une certaine valeur qu'on a appelée XF. On ne connaît pas a priori cette valeur, mais les formules générales en fait sont valables dans n'importe quelle case, même à l'état initial. Par exemple, pour l'espèce B, à l'état initial, vous avez bien 15 moins 2x, mais x vaut 0, donc au final ça fait 15. Alors le rêve de tout chimiste, c'est de pouvoir calculer les vraies quantités de toutes les espèces chimiques à la fin. Pour l'instant, on ne peut pas puisqu'on a une inconnue XF. Mais si on a un moyen de trouver XF, alors ça va nous débloquer toute la ligne de l'état final, puisque c'est la seule inconnue. Et vous allez rencontrer deux cas de figure dans votre vie de chimiste. Vous allez rencontrer des réactions totales et des réactions non totales. Celles qu'on rencontre en premier, ce sont les réactions totales, et donc on va commencer par étudier ça d'abord. On admet que la réaction est totale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réaction va aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire elle va se dérouler jusqu'à ce que l'un des deux réactifs soit épuisé. Le réactif qui va s'épuiser en premier s'appelle le réactif limitant, parce que c'est lui qui va limiter la réaction. Et l'autre réactif, on dira souvent qu'il est introduit en excès. Après, c'est toujours possible aussi que les deux réactifs arrivent à zéro exactement en même temps, mais ce n'est pas le cas général. Petit rappel aussi, une réaction totale est représentée par une simple flèche vers la droite, alors qu'une réaction non totale sera représentée par une double flèche. On va donc ici laisser la simple flèche. Dans le cas des réactions totales, c'est très facile de trouver XF. On doit aller jusqu'à épuisement d'un réactif. Alors a priori, on ne sait pas trop si c'est A ou si c'est B qui va s'épuiser en premier. On va tester les deux solutions. Première hypothèse, si c'est A qui s'épuise en premier, ça veut dire qu'à la fin, on va arriver à 0 dans la dernière case de la colonne A. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. Alors que si c'est B qui est le réactif limitant, c'est lui qui va arriver à 0 à la fin. C'est notre hypothèse numéro 2. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle est la bonne, mais ça nous a permis de dégager deux équations. Dans le cas de l'hypothèse 1, on se retrouve avec 5 moins XF qui est égal à 0, qui veut dire que XF va être égal à 5 mol. Alors que dans l'hypothèse 2, on se retrouve avec une équation 15 moins 2XF égale à 0, ce qui nous donne XF égale 15 demi ou 7,5 mol. On a donc fait deux hypothèses et on trouve deux valeurs possibles de l'avancement final. Maintenant, il faut réfléchir laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Notre hypothèse 1 nous dit que le réactif A va s'épuiser à partir de 5 mol d'avancement. Et notre hypothèse 2 nous dit que le réactif B va s'épuiser à partir de 7,5 mol d'avancement. Donc, qui va s'épuiser en premier, sachant que l'avancement, il part à 0 et après, il ne fait que augmenter. Ça veut dire que l'avancement atteindra toujours d'abord la valeur 5 mol avant d'atteindre la valeur 7,5 mol. Sauf qu'une fois que l'avancement vaut 5 mol, la réaction s'arrête puisqu'il n'y a plus de A. Donc, on n'atteindra jamais l'avancement de 7,5 mol. Donc, notre hypothèse 2 est pas bonne, mais notre hypothèse 1 est correcte. Parmi ces deux valeurs d'avancement final possibles, on garde toujours la plus petite. Et là, le chimiste, il est heureux. Maintenant qu'il a sa valeur d'avancement final, ça lui débloque toute sa ligne à l'état final.
Vu que XF vaut 5, 15 moins 2 fois 5, ça fait 5 moles. Ici, 3 fois 5, ça fait 15 moles. Et ici, on aura juste 5. Ça veut dire qu'à la fin, dans votre bécher, vous aurez 0 mol de A, puisque c'est le réactif limitant qui s'est épuisé en premier. Vous aurez 5 mols de B restantes en excès. Et vous aurez fabriqué 15 mols de C et 5 mols de D. Et on a pu déduire cet état final simplement à partir des quantités initialement introduites dans notre ligne à l'état initial. Dans certains exercices, on raisonnera à l'envers, on aura des informations au départ sur l'état final et on pourra remonter le tableau pour en déduire des inconnus à l'état initial, mais c'est vraiment pas le cas le plus fréquent. Alors ça, c'était quand même dans le cas d'une réaction totale. Toutes les réactions ne sont pas totales dans la nature. Actuellement, c'est en terminale qu'on vous apprend qu'il y a des réactions qui ne sont pas totales. On appelle ça des équilibres chimiques, c'est synonyme de réaction non totale. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors, on a déjà dit que ce sera représenté par des doubles flèches, et c'est ce qui se cache derrière cette notion d'équilibre chimique, c'est que concrètement, la réaction peut se faire dans les deux sens, et la nature va se stabiliser toute seule, spontanément, à un état d'équilibre, où on aura un peu de A, un peu de B, un peu de C, un peu de D, un peu de tout ça mélangé dans notre bécher. Ça veut dire que la réaction ne va pas se dérouler jusqu'au bout. La réaction va s'arrêter toute seule avant d'avoir épuisé un réactif. Qu'est-ce que ça va changer dans notre tableau? Eh bien, il va falloir commencer à distinguer l'état final et l'état maximal. L'avancement maximal, on le note Xmax. C'est quoi la différence? Eh bien, l'état maximal, c'est un état hypothétique qu'atteindrait notre système si la réaction était totale. Alors que l'état final, c'est l'état réel vers lequel va se stabiliser notre système quand il aura atteint son équilibre. En fait, si on représente notre avancement X qui part de 0, qui augmente, qui augmente, qui augmente, eh bien, il va s'arrêter à une valeur qu'on appellera la valeur finale, et là, la réaction s'arrête vraiment. Mais si la réaction pouvait continuer, elle pourrait aller jusqu'à un état maximal qui correspond à l'épuisement du réactif limitant. Ça, c'est ce qui se passe pour une réaction non totale. Précédemment, on a vu les réactions totales, c'est quand l'avancement part de 0, augmente, 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 et on va pouvoir atteindre un état final qui est aussi l'état maximal. Pour une réaction totale, à la fin, XF égale Xmax. Alors notre formule générale est tout à fait valable à l'état maximal. Alors XM, c'est Xmax, hein, c'est juste plus rapide à écrire. Et comme l'état maximal, c'est ce qui se passerait si la réaction était totale, eh bien on va retrouver les mêmes valeurs qu'on avait déjà calculées dans le cas de la réaction totale. Et l'avancement XF sera différent de Xmax, et il sera compris entre 0 et Xmax. 0, c'est une absence de réaction, et si XF égale Xmax, c'est qu'en réalité, la réaction, elle est totale quand même. Donc pour une réaction non totale, on sera toujours entre ces deux valeurs extrêmes. Là encore, le rêve d'un chimiste, c'est d'avoir accès à la valeur de XF. Ça nous débloque toute la ligne à l'état final. Le seul problème, c'est qu'on ne peut plus utiliser l'équation qu'on avait quand on faisait l'hypothèse qu'un réactif était limitant, ça ne marche plus. Et donc, on n'a aucun moyen, a priori, de connaître cet avancement final pour une réaction donnée. C'est pour ça que les chimistes ont dû inventer un nouveau concept qui nous permettra quand même de retrouver l'avancement final pour des réactions non totales. Et ce concept, c'est celui de constante d'équilibre, grand K. Vous avez vu déjà au lycée le produit ionique de l'eau, Ke, et la constante d'acidité Ka, qui sont des constantes d'équilibre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les constantes d'équilibre, pour prévoir à l'avance où est-ce qu'une réaction non totale va s'arrêter spontanément dans la nature. La vidéo est déjà un petit peu longue, donc on va pas détailler ça ici. C'est des calculs qu'on fait plutôt en post-bac. Ce sera pour plus tard, je mets ça dans ma to-do list pour mes prochaines vidéos. Une dernière remarque ici, si on imagine qu'à l'état final, on ait fabriqué 3 moles de D. On peut mesurer ça expérimentalement en faisant un dosage par exemple. Eh bien, ce rapport entre XF et Xmax, on lui a donné un nom. On appelle ça le taux d'avancement. Ici, par exemple, ça vaudrait 3/5, c'est-à-dire 0,6, c'est-à-dire 60%. Et c'est une grandeur intéressante qu'on peut comprendre intuitivement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre réaction non totale s'est arrêtée spontanément à 60% de ce qu'elle aurait pu faire si elle avait été totale. C'est ça le taux d'avancement. Toutes les réactions totales ont un taux d'avancement de 100%, et toutes les réactions non totales auront un taux d'avancement qui sera entre 0 et 100%. Maintenant, on va voir un vrai exercice, et on va aller vite pour voir comment on fait quand on est à l'aise. Voici un exercice hyper classique. Faites une pause pour lire l'énoncé et essayez de résoudre l'exercice vous-même avec un brouillon, un stylo. On va corriger dans 5 secondes. C'est parti pour la correction. On voit bien qu'on a une réaction totale ici parce qu'on a une simple flèche, donc on va aller jusqu'à épuisement d'un réactif limitant. Normalement, on est censé réécrire l'équation bilan en haut de notre tableau, mais quand on veut aller vite au brouillon, par exemple si on est en concours médecine et qu'on fait des QCM, on peut résumer en disant que c'est 2A plus B donne C plus 2D. Ce que j'ai appelé A, c'est les ions I-, ce que j'ai appelé B, c'est H2O2, C, c'est I2, et D, c'est HO-. Attention à bien repérer les coefficients stoichiométriques devant. Ici, on a 2, 1, 1, 2. Alors quand on va vite en post-bac, on ne perd pas son temps à dessiner des cases. On a juste besoin de l'état initial et ici de l'état final, qui sera aussi l'état maximal puisqu'on a une réaction totale. On peut rajouter une ligne en cours de réaction, mais on n'est pas du tout obligé.
Et on va commencer à remplir nos cases. On doit avoir une certaine quantité initiale de A, une certaine quantité initiale de B, et la plupart du temps, on n'a pas de produit au départ. On va commencer par s'intéresser à l'espèce I-, qu'on a appelée l'espèce A. On nous a donné quoi comme info? On nous a donné un volume et une concentration. On doit donc faire concentration fois volume. Attention à bien convertir les millilitres en litres. On aura bien des moles à la fin. On en aura 20, 10-3. On peut dire que ça fait 20 millimoles. Milli, c'est 10-3. Maintenant, l'eau oxygénée, qu'on a appelée l'espèce B. On nous a donné un volume et une concentration massique. Vu que c'est une concentration massique, ça va nous permettre de retrouver la masse MB en faisant concentration massique fois volume. On aura des grammes, et ça fait 0,3 grammes. On en déduit la quantité de matière, et pour ça, on a besoin de la masse molaire. Elle est donnée ici, et pour nous embêter, ils nous ont donné les masses molaires des atomes séparés. Donc pour retrouver la masse molaire de l'eau oxygénée, vous devez additionner tous les atomes présents, donc on fait 2 fois 16 plus 2 fois 1, et on obtient 34 grammes par mol. On peut finir le calcul. Les grammes vont disparaître, et les moles sont divisés 2 fois, donc ils remontent au numérateur. Ça fait environ 8,8 10-3. Ici aussi, on va se mettre en millimoles, ce sera plus pratique. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des calculs qu'on doit faire quasiment systématiquement et qui nous compliquent bien la vie, parce qu'on a à peine touché au tableau d'avancement pour l'instant. Mais maintenant, on connaît parfaitement notre état initial. Et pour pas être obligé d'avoir des 10-3 dans toutes les cases du tableau, je décide que mon tableau, je le remplis en millimoles. Ça change pas grand-chose, c'est juste plus pratique, on va pas se trimballer des puissances de 10. Par contre, faut pas oublier du coup que toutes les cases seront en millimoles, et du coup les valeurs d'avancement X aussi seront en millimoles. Maintenant, on peut enfin appliquer ce qu'on a vu dans le début de la vidéo pour remplir le tableau. On peut écrire ici les formules générales. Donc, en cours de réaction, on a nos 20 millimoles moins 2 fois l'avancement, à cause du coefficient stoichiométrique 2. Ici, on a ce qu'on avait au départ moins 1 fois l'avancement. Ici, on aura 1 fois l'avancement. Et ici, 2 fois l'avancement, à cause du coefficient stoichiométrique 2, là aussi. Cette ligne-là, en fait, on la fait rarement quand on veut aller vite, parce qu'on peut directement écrire la même chose avec XF ou avec Xmax. Notre hypothèse 1, c'est que ce soit A qui soit le réactif limitant. Notre hypothèse 2, c'est que ce soit B. L'une de ces hypothèses est la bonne. Cette équation-là, si on la résout, ça nous donne XF égale 10. Attention, tout est en millimoles. Et cette équation-là nous donne XF égale 8,8 millimoles. La bonne valeur de XF, c'est la plus petite. Le réactif limitant est donc le réactif B, qui est à 0 à la fin. Maintenant qu'on connaît XF, on peut tout calculer, hein. Ici, on retrouve la valeur de XF, et ici, le double. On connaît parfaitement les quantités de toutes les espèces chimiques dans notre bécher à la fin. C'est ce que dans la question 4, on appelait la composition de l'état final du système. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. J'étais même pas obligé de faire cette ligne en fait. Et donc vous aussi, à force d'en faire, vous serez à l'aise et vous allez plier les tableaux en 30 secondes.